Regards croisés. Ce soir, rassurez-vous, nous n'allons parler ni de Koïta, ni de Bathily, encore moins de Cissé ou de Maïga, ou encore même de Keïta, mais nous allons parler du Mali et de sa transition. Transition qui fait aujourd'hui beaucoup de polémiques autour de sa prorogation ou pas. Quel avantage en prorogeant le délai de la transition? Quel inconvénient? Voilà la thématique qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités sont quatre. Makan Aliou Tounkara, ancien ministre, est favorable à la prorogation de la transition. Monsieur le ministre, vous assumez cette posture? Oui, bien sûr. Ok. Notre deuxième invité, monsieur Amadou Koïta, ancien ministre et porte-parole du regroupement Ensemble pour le Mali. Monsieur le ministre, vous êtes défavorable à la prorogation de l'aide de la transition? Bien sûr, je suis défavorable. Et notre troisième invité, monsieur Youssouf Mohamed Ali Bathily, alias Razbach, porte-parole du collectif pour le développement de la République CDR. Razbach, vous également, vous êtes défavorable à la prorogation du délai de la transition. Tout à fait. Et notre quatrième invité va incessamment nous rejoindre autour de ces plateaux. Il s'agit de Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat, analyste, qui, je présume, il est favorable à la prorogation du délai de la transition. Merci à vous encore une fois et bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le ministre, je commence par vous. Quel regard bilan vous portez déjà sur ce qu'on a vu tout au long de cette première manche de la transition? Merci, M. Sidibé. Je dis bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Renouveau Télé. Vous m'avez invité en tant que président du Parti Socialiste. Oui. Permettez-moi de saluer les militantes et les militants de mon parti et les responsables du Bureau national. Bilan de la transition, nous sommes à 12 mois. Beaucoup de choses avaient été dites, de promesses, beaucoup d'espoir. On a fait comprendre aux Maliens que le problème du Mali était le régime Ibeka, qu'il suffisait tout simplement d'y mettre fin, d'amener un changement, comme ils le disent. Pour nous, ce n'est pas un changement. Pour nous, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État, qui est un crime imprescriptible dans la constitution malienne. On a promis au peuple malien la sécurité alimentaire, la sécurité des personnes et des biens. On a promis au peuple malien la paix. On a promis au peuple malien le développement. On a promis aux jeunes de l'emploi. Bref, 12 mois après, l'insécurité aujourd'hui est grandissante dans tous les domaines. Je commencerai par l'insécurité alimentaire, la vie chère. Le kilo de la viande se vend aujourd'hui à 3 000 francs CFA. Le litre d'huile se vend aujourd'hui à 1 200 francs. Le riz a augmenté. Bref, tous les produits de première nécessité deviennent aujourd'hui excessivement chers. L'insécurité, de façon générale, c'est vrai, aujourd'hui, il y a moins d'attaques. Mais malheureusement, nous de Bamako ici, vous savez, on gère de deux façons. La gestion d'un pouvoir, c'est d'abord la gouvernance. On gouverne et puis on administre. La gouvernance peut se faire de loin, mais quand on administre, ça se fait de près. Malheureusement, aujourd'hui, dans certaines régions, notamment la région de Ségou, la région de Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal y compris, malheureusement, à part les chefs-lieux de région, à part les capitales régionales, aujourd'hui, c'est les terroristes, les forces humaines qui occupent les arrondissements. C'est beaucoup d'arrondissements. Le tableau des 12 mois est noir. Le tableau, le seul bilan des 12 mois, c'est qu'il y a eu, comme j'ai l'habitude de le dire, une révolution des palais. Ok. Hop, toi, je me mets. Ok. Monsieur Tounkara, en écoutant le ministre Koïta, on a l'impression qu'on a le devoir déjà de regretter le régime militaire finalement, si rien n'a changé. Merci. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Merci bien. Qui va me permettre de dire ce que je pense de cette situation. Mais avant, oui, nous allons dire que gloire à Dieu, Seigneur des mondes, que la paix de Dieu soit sur nous. Et permettez-moi aussi de saluer tous les téléspectateurs et d'avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui sont en train de tomber, qui sont tombés, paix à leur âme. Prompt rétablissement à tous les blessés. Parce que c'est ça aujourd'hui, la réalité. D'après De Gaulle, il y a des politiques qui vaillent en dehors des réalités. Ce pays-là,
Nous sommes en train de traverser une impasse grave. Il faut que chacun se le dise. Depuis la chute de Moussa Traoré, tout se fait dans la précipitation. La première conférence nationale d'abord. Les gens sont venus de partout. Ils se sont ressourcés dans les textes de la France, des États-Unis, des pays européens. Ils sont venus en experts, en imposant à nous ici. Ils ont forgé une constitution le 27 février 1992. Pourtant, nous avons des constitutionnalistes maison. Des constitutionnalistes maison qui sont là. Je pense à Brima Fumba, je pense à... Vous vous rappelez toujours de ma question? Oui, je me rappelle. Oui. Je me rappelle, mais c'est mon introduction. Allez-y. Voilà. Donc, je parlais de Brima Fumba, je parlais de Abdel Diarra, je parlais de Metako, je parlais de Bachili, et je parlais de Moussa Sissoko. Tout ça, ce sont des constitutionnalistes maison de renom, n'est-ce pas, qui ne baissent pas les films devant qui que ce soit. Qui ont rédigé la constitution de 92. Il faisait partie de ceux qui ont rédigé la constitution de 92. Qu'est-ce que cette constitution nous a amené dans la précipitation? C'est vrai que ça a permis de résoudre le problème à cette époque-là, mais dans la précipitation, il nous a amené... Je relève seulement deux tares. Oui. Voilà. Le premier, c'est le multipartisme intégral. Ça nous a donné quoi? Plus de 200 partis pour 18 millions d'habitants. N'est-ce pas? Oui. Ça nous a mené quoi encore? La Constitution. M. Toungara, ça vous gêne de parler du bilan des 12 mois de la transition? Le 12 mois de la transition? Oui. Bon, je vais vous dire que pendant les 12 mois de la transition, oui, ce que je note, nous avons aujourd'hui une quasi-stabilité, n'est-ce pas, dans le pays. L'insécurité, c'est de moins en moins que nous sommes en train de vivre. Quoique, au centre et au nord, n'est-ce pas, on assiste encore, n'est-ce pas, à une insécurité déplorable. Mais pendant ce temps, pendant que les gens sont en train d'être massacrés, pendant que des villages sont aujourd'hui encerclés, ils n'arrivent même pas à aller à leur champ, pendant que, je peux dire, l'hécatombe au centre et au nord, oui, les gens ne se préoccupent que des élections. Justement, on va parler tout de suite de cette élection, mais on donne la parole à Razmat qui porte son regard sur le bilan des 12 premiers mois de la transition. Merci à toi, merci à mes co-délégateurs et à tous les téléspectateurs. Je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs pour rendre un vibrant hommage à tous ceux qui sont en train de se battre pour ce pays, prier pour le repos de l'âme de ceux qui sont tombés pour la défense de la République. Pour en venir à votre question, le bilan, malheureusement, je ne vois pas dans quel secteur je pourrais constater ou relever un acquis. Le bilan s'entend une évaluation de deux choses, de deux périodes, de deux situations. Si nous nous rappelions de ceux pour lesquels, ou de ceux qui ont été présentés comme cause des mouvements, des soulèvements pour renverser le régime, Koïta l'a bien rappelé, la vie chère, la sécurité, la gouvernance, la vertu au sommet de l'État, il nous revient aujourd'hui d'obligation morale et intellectuelle de constater ou de chercher à savoir qu'est-ce qui a changé en termes d'amélioration sur le plan sécuritaire, sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan de création d'emplois, sur le plan de la gouvernance, par rapport à ce qui était en cours et qui avait valu le soulèvement des gens. Mon père vient de dire que selon lui, il y a une relative accalmie, stabilité. Oui. Je suis tenté de me poser la question si on parle du même pays. Oui. Les chiffres parlent. En 2020, nous avions 4 millions et quelques de personnes menacées d'insécurité alimentaire pour cause d'insécurité. Cette année, nous en sommes à 5 millions. Oui. Nous étions à moins de 1000 endroits qui étaient en dehors du contrôle de l'État. Aujourd'hui, on est en 1600.
Nous étions à près de 200 et quelques mille déplacés. Aujourd'hui, on est à plus de 300 000 déplacés. Dernier chiffre de l'aménagement. Communiqué au gouvernement, non démenti jusqu'à preuve du contraire. Le nombre de déplacés a augmenté. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire a augmenté. Venons-en sur le plan de création de l'emploi. J'aurais aimé, ça me fait presque un mois que je cherche de la part de ceux qui prétendent défendre la gouvernance en cours, qui me présentent un chiffre de création d'emploi. Il y a un ministère chargé de la création de l'emploi et de soutien aux entreprises. J'en ai pas vu. D'accord. Au niveau du pouvoir d'achat, Koïta en a dit. Il est un scientifique. Combien d'augmentation a eu lieu par rapport au prix des matières de première nécessité? Sur la vertu dans la gouvernance, combien n'a pas décrié ici la colonialisation du gouvernement? Près de 17 colonels nommés à des postes administratifs en lieu et place des personnes formées par l'impôt du pays, des contribuables ici. Aujourd'hui, on a jusqu'à aller nommer des colonels pour contrôler la qualité des prix. Combien même ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'était leur argument. D'accord, nous allons... Donc, quand on me parle du bilan, j'aimerais qu'on me dise en quoi le coup d'État a apporté de qualitatif dans la gouvernance, dans le pouvoir d'achat. Combien d'emplois ont été créés? Combien de villes autrefois, avant sous occupation, ont été libérées? Ce qui est bien compris, on va vous retourner la parole. Nous l'avions annoncé, Maître Cheikh Oumar Kounaré, avocat, il vient de nous rejoindre autour de ce plateau. Maître, bonsoir. Bonsoir. Maître, justement, on parlait de ce regard bilan sur les 12 premiers mois de la transition. Quel est votre regard sur le bilan des 12 premiers mois de la transition? Je salue tous vos éditeurs ainsi que les invités, Monsieur le ministre Koïta et Arasbach et Toukara. En fait, j'estime que il est inutile de chercher à parler du bilan de cette transition au moment où nous parlons. Pour une des raisons simples, c'est que le peuple s'est soulevé, a renversé un pouvoir et au lieu de prendre le chemin du changement, les nouvelles autorités ont refusé de composer au départ avec les forces dites du changement, notamment le M5 RFP, pour ensuite se mettre sur le vélo en refusant de pédaler. Pendant 9 mois, le duo Bandao et Mokhtar-Wane a en réalité fait de l'immobilisme. Donc on a perdu 9 mois pour rien. C'est une perte sèche en comptabilité. Et quand finalement un deuxième coup d'État a eu lieu, le M5 a eu la primature et d'autres ministères, il faut les regarder maintenant à l'œuvre. Donc le bilan commence à partir du mois de juin. Le bilan, à mon avis, doit commencer à partir de la prestation de Choguel devant le CNT, la présentation de son plan d'action. Et je crois qu'il a été nommé le 7 juillet. Entre juillet et maintenant, ça fait à peine 2 mois et poussière. D'accord. C'est-à-dire que c'est inutile de parler de bilan. D'accord. Voilà. Monsieur Koïta, vous appartenez à un regroupement qui pense que la transition, aucune prorogation ne doit être accordée à la transition. Quels sont vos arguments? Nous estimons d'abord que nous appartenons à un cadre qui s'appelle le cadre d'échange pour une transition réussie, avec le parti de M. Toukara. Voilà pourquoi je suis surpris de sa position ici. Et souvent, c'est ça qui donne l'impression à nos populations d'accorder aucune confiance aux hommes politiques. Parce que l'ADEMA est un grand parti, un parti qui mérite notre respect, un parti qui a gouverné ce pays pendant 10 ans, un parti qui doit être un modèle, une référence. Fort heureusement, il y a certains qui sont sur ce chemin. Nous estimons que le peuple malien, de façon souveraine, je voudrais d'abord dire quittons. Vous savez, souvent au Mali, on a tendance à transformer l'esprit critique
à un esprit de dénigrement systématique. Vouloir faire comprendre aux gens que pendant 9 mois, Bandao et Mouktarawa n'ont rien fait. Pendant 9 mois, bon bref, je crois que c'est une équipe qui était là. Ce qui est arrivé le 24 mai est arrivé, c'est regrettable. Nous l'avons condamné. Maintenant, c'est une transition. Là, pourquoi nous avons dit à l'époque, faisons attention, ne partons pas dans une aventure. M. Konaré vient de dire que le peuple s'est soulevé. Je crois que même là, relativisons les choses. C'est une partie du peuple. Moi, je suis du peuple, je ne me suis pas soulevé. Je suis un républicain, je suis un démocrate. Depuis mars 91... Ce qui est constant, ceux qui se sont soulevés ont eu raison du régime Ibeka. Bon, ils ont eu raison du régime Ibeka, mais qu'est-ce qu'ils ont amené au Mali? M. Tounkara ne parvient pas à donner un petit bilan satisfait, un petit satisfait de 10 mois. Ça veut dire que ça fait 10 mois de plus, 10 mois de retard, 10 mois de souffrance, 10 mois de difficultés pour le Mali. Donc je disais que ce cadre, notre cadre est un cadre d'échange pour une transition réussie, avec autant de regroupements. Il y a EPM qui a 24 pour les partis politiques, il y a ARP de Tchema Koulibaly, qui a aussi une vingtaine de partis politiques, Djigakoura de Foussène Amion Guino, qui a des associations de partis politiques, une trentaine. Vous avez l'ADEMA, un grand parti. Vous avez ASMA, vous avez RDS, vous avez également les non-alignés, vous avez également l'Union soudanaise RDA. Sauf que pour certains, ces partis n'ont pas pu empêcher la chute du régime Ibeka. Finalement, certains semblent minimiser le poids de ces regroupements. Bon, nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. Pour nous, un oui n'a le sens que lorsqu'on a le droit de dire non. Ceux qui sont sortis pour manifester, c'était les pros. Nous sommes en démocratie. Il faut une opposition et une majorité qui gouverne. Mais transformer ces manifestations en une insurrection qui nous a amené à ce que nous avons connu le 10, 11, 12 juillet. Je profite de l'occasion pour dire que c'est vrai, nous avons assisté à des événements, nous prions pour le repos éternel de ceux qui sont tombés, souhaitons propre épanouissement aux blessés. Mais je voudrais dire sur ce plateau ici que de 2017 en 2020, le Mali a connu beaucoup de manifestations. Ante Abana, où des milliers de personnes sont sorties. On n'a même pas cassé un seul feu. Les manifestations après l'élection présidentielle, et à son âme, dirigée à l'époque par Soumaïla Cissé, autant de manifestations, il n'y a jamais eu cas de mort. Et quand il y a eu les manifestations le 5 juin, les manifestations le 10, 11, 12 juillet, le 5 juin, on s'est dirigé d'abord sur le domicile du président de la République, qui est une atteinte à la sûreté nationale. Nous, était le professionnalisme de nos forces de sécurité, ça va être très très difficile. Le 11, on a poussé les enfants d'autrui. En parlant de la désobéissance civile, je parle sous le contrôle de maître qui connaît la loi plus que moi. En envoyant les enfants d'autrui à aller casser les bâtiments publics, à aller casser le ATM, à aller casser l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités, les biens privés, l'immeuble de maître d'Apo, les stations. Et c'est là à quoi gêner, parce que quand on parle des forces de l'ordre, c'est pour empêcher le désordre. Donc aujourd'hui, nous pensons que, jusqu'à preuve de contraire, la parole vaut d'or. Ni le président de la transition, ni le Premier ministre n'ont exprimé aujourd'hui un report ou une prolongation de la transition. Je crois que je me rappelle, après le 24, nous avons été appelés à Kourouba. D'où l'opportunité de votre regroupement finalement. Non, mais nous voyons qu'aucun acte n'est en train d'être posé. Donc voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés pour dire que faisons attention. Faisons attention, il y a l'immobilisme. Faites attention, nous ne voyons pas la volonté d'y aller. Or, nous avons pris un engagement. Nous avons fait les concertations nationales, concertation qui a été sanctionnée par une charte. Et cette charte nous a permis de fixer le délai de la transition entre nous et la communauté internationale. Mais bon, donc voilà, aujourd'hui, nous estimons que si nous nous respectons, si nous voulons que le Mali retourne dans le Conseil des Nations, si nous voulons encore, M. Tounkara vient de faire le tableau noir tout à l'heure, et si nous voulons vaincre l'insécurité, si nous voulons ramener la stabilité, faisons en sorte qui peut le plus, peut le moins. Ceux qui ont pu faire partie du régime doivent pouvoir être capables de retourner, de créer les conditions pour le retour à l'ordre. M. Tounkara, si en 12 mois on n'a rien fait, pourquoi renouveler les bails des autorités actuelles? M. Konaré vient de dire qu'il ne faut pas parler de 12 mois. Les autorités qui sont en place, ils sont en place depuis peut-être 4 mois. En 4 mois, il y a des actions qui ont quand même commencé. Notamment la lutte contre la délinquance financière. La lutte contre la corruption, là, ça a déjà commencé. C'est ce qui a été réclamé par tous les Maliens. Et je pense que tous les Maliens sont satisfaits de cette situation. Et je pense que ça va continuer. Au-delà de ça, un président de la République, une fois investi, qui renonce à 2/3 de sa comment on appelle ça, de son fonds de souveraineté pour des actions sociales, ça aussi il faut reconnaître, c'est quelque chose. Quand le chemin de fer était dans un état désastreux, à travers le chemin de fer, pendant des années,
quelqu'un qui vient et résout ce problème d'un jour de main. Ça aussi, c'est des résultats. Il faut laisser les gens travailler en 4 mois. Comment peut-on parler de bilan? Au contraire, c'est la politique. Je suis politique, il vient de le dire. C'est les politiques qui sont en train de faire en sorte. Sauf que lors de sa prestation de serment, le président de la transition a promis de respecter le délai de la transition. De respecter quoi? C'était un serment de respecter le délai imparti à la transition. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Aller comme ça, là. Oui. Tu vois, nous n'allons nous acheminer que vers un désastre. Tout se fait dans la présentation et le seul enjeu, c'est la prise du pouvoir pour tout le monde. Les gens se fichent de tout. Que cela se fasse dans des conditions paisibles, dans des conditions bien organisées, et ainsi de suite. Mais les gens, ils se fichent. Pourvu qu'il y ait des élections et qu'ils ne prennent pas. Parce que chacun croit à son étoile. En 2018, quand on a demandé à certains regroupements politiques de s'entendre sur un candidat, ils ont été incapables de le faire. Parce que chacun croit à son étoile, chacun est pressé. Entendre M. le ministre, lui, il regrette la chute du régime IBK. Mais c'est difficile. Vous comprenez, pour tout ce qui s'est passé pendant le régime IBK. Dire que ce régime est tombé et qu'on n'a rien vu, rien ne s'est passé, moi, en tout cas, franchement, ça me dépasse. Qu'est-ce que nous gagnons en prolongeant la transition? En prolongeant la transition, il y a un certain nombre de choses. Les 18 mois étaient faits pourquoi? Pourquoi la transition d'ailleurs? C'était pour forger un substrat vierge à partir de quel on allait lever les fondations d'un Mali nouveau. Le Mali courant dont on parle. Il faut mettre tout à plat, il faut résoudre les problèmes. Je dis la constitution du 27 février 1992, il y a des tares. Il y a la loi électorale, il y a des tares. N'est-ce pas? Il faut relire, il faut repenser tout ça. Il faut apporter des actions correctives à tout ça pour que nous puissions nous entendre et aller dans des élections apaisées. Le fichier électoral, parlons-en. Quel est son état aujourd'hui? Les réfugiés qui sont en dehors, sont-ils enrôlés dedans? Les gens qui sont morts, on les a fait sortir du fichier électoral? Ceux qui ont eu l'âge de voter, est-ce qu'ils sont pris en compte dans le fichier électoral? Est-ce que tout cela est informatiquement résolu pour que tout le monde ait confiance à ça? Mais c'est ce travail qu'il faut faire. Ce travail, si ce n'est pas fait, au-delà de ça, au-delà de la réalité de la Constitution, c'est-à-dire au-delà des réformes institutionnelles, il y a le grand problème de la sécurité. Mais sur quel pourcentage du territoire malien voulez-vous qu'on vote, qu'on organise les élections? D'accord, on va parler d'élections. Azbad, quel risque nous courons finalement en allant à cette prorogation? Merci. Avec ta permission, allez-y. Voilà, qui comprennent, on est des collègues, donc je dis ça. Je suis vraiment étonné de voir mon grand frère, avocat, expert. Mon père, je peux le comprendre, c'est un homme politique, mais j'attendais beaucoup plus une analyse d'une casquette intellectuelle. Mais le devoir s'impose plus à Maître Konaré. Lui et moi, on est de la société civile. On parle du bilan d'une période, la transition, c'est une période. À vous entendre, c'est comme si quelqu'un venait nous dire que le bilan de IBK commençait par Tatamli. Et après Tatamli, non, par Moussa Mara. Après Moussa Mara, non, par Modibo Keïta. Après Modibo Keïta, non, par Abdoulaye Idrissa Maïga. Après, non, par Boubéi. Après, non, par Boubou. On parle d'une période. Personne ne peut effacer les 18 votes. Vous avez posé la question, le bilan d'une période, la transition. Mais lorsqu'on veut substituer la période à un homme, à la nomination d'un homme à un poste, je suis désolé intellectuellement. La transition ne commence pas par X. Elle commence à un instant T, par un fait indélébile que personne ne peut effacer, le 18 août. Pas se dédouaner du bilan, puisqu'il revendique lui-même l'initiative et le gros du boulot du mouvement qui a été parachevé par les militaires. Et parce qu'ils n'ont pas eu ce travail préalable avant la mise en place du M5.
Parce qu'il n'y avait aucun projet. On leur a dit que vous êtes dans un mouvement hétéroclite, non réfléchi, émotionnel, revanchard. Ce n'était pas intellectuellement conçu. Si c'était bien réfléchi, ils auraient su comment ils auraient obtenu la transition et comment ils l'auraient géré. Ils ont été surpris par les militaires. Comme tout mouvement de ce genre, ils réfléchissent, spontanés, mis en branle. Personne ne sait d'où ça vient. J'en suis un témoin. Mahmoud Dicko m'a dit chez lui, il m'a dit, fiston, j'ai peur que quelqu'un devienne de nulle part. Faire partie des cas dont on ne sait pas qui il est, sur qui on n'a aucun contrôle, quel est son objectif, c'est ce qui s'est passé. C'était l'une des craintes de Mahmoud Dicko. Pendant 1 an, on en a discuté. C'était un mouvement non réfléchi, spontané. Des personnes qui n'avaient rien en commun que la haine, rien en commun que la chute de IBK. La preuve a été éclatée après leur chute. Quand vous dites que M5 parle là-dedans, vous osez dire que Mahmoud Dicko n'est pas du M5, Salia n'est pas du M5, Kaudim n'est pas du M5, Noussar n'est pas du M5, Fomba ne sont pas du M5. Ceux qui ont rejoint, il s'agit de quelle tendance du M5? Est-ce que c'est la tendance Shogel ou Marou qui incarne le M5 seulement? Peut-être le comité stratégique. Le comité stratégique, parlons-en là-dedans. Oui. Salia était là-dedans. Mais il n'était pas le chef. Non, mais est-ce que le comité se résume au chef? C'est la question que je te réponds. Sauf que le porte-parole du comité stratégique, c'était bien connu, c'était Shogel Kokala Maïga. C'était Shogel qui engageait le comité stratégique. C'est comme si tu me disais que l'équipe de grands jurys se résume à toi. Ou si tu me disais que CDR se résume à Raspa. Sauf que j'ai la légitimité de porter la parole du grand jury. Allez-y. Nous, ce n'est pas le cas. Oui. Donc, ce n'est pas pour moi. Le M5 aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on n'était pas au pouvoir. C'était le duo Mokhtar-Wan, Bandaou. Est-ce que c'est Mokhtar-Wan et Bandaou qui ont entamé le 5 juin? Est-ce que c'est eux qui étaient au boulevard le 12 juin? Non. Les militaires sont venus par suite de quoi? Par suite d'un mouvement enclenché par un groupe qui nous avait fait prétendre, fait savoir qu'ils ont un projet. Shogel l'a même dit sur le plateau. Mais ils n'ont pas vu venir les militaires. Et les militaires, ils arrivent. Ils choisissent qui ils veulent. Et vous voulez faire démarrer la transition à partir de Shogel? Non, la transition est une question de période. Et si Shogel, sur 18 mois, après 10 mois, le M5 estimait que 10 mois n'ont rien produit, ils auraient dû s'assumer de ne pas cautionner et entrer là-dedans. L'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse aujourd'hui que ce coup d'État, si vous reconnaissez qu'il y a 10 mois de zéro, ça veut dire que le mouvement n'a reproduit que 10 mois de zéro. D'accord. Et comme vous l'avez dit, pour revenir à la question. En 30 secondes, hein? Prolonger la transition, oui. Moi, je me réfère à mes aînés. Lui, c'est mon père, c'est mon grand frère. D'accord. La transition par nature, est une question la plus courte période. D'accord. La transition, sa définition découle de sa nature, la courtesse de la durée, de sa mission uniquement rétablir la normalité. Et que fait-nous de la morale? Mon père l'a dit. D'accord, on va vous retourner la parole. La parole donnée vaut quoi? Okay. Le serment vaut quoi? Ok. En attendant, j'aimerais attirer l'attention du réalisateur sur le titrage du collectif pour la défense de la République qui est un peu écorché. Maître Konaré, quel risque nous courons en respectant le délai des 18 mois finalement? Mon cher ami, moi je parle pour le confort de ce pays. Je n'ai jamais adhéré à un parti. Je n'ai jamais milité dans un parti. Mais je considère que les hommes politiques et toute leur clientèle, des chefs de parti aux simples électeurs, ne représentent que 5% des Maliens. Et c'est à cause de ces hommes politiques, de leurs électeurs, donc de la classe politique, que nous nous retrouvons dans cette situation. Une situation où nous avons un pays en faillite, qui ressemble à une vieille Sotrama déglinguée, dont tous les ressorts sont pourris. Et il y a d'autres explications. C'est que en 1991, lorsqu'on a renversé Moussa Traoré, on nous a présenté une très jolie camisole qui s'appelle démocratie.
Mais à l'expérience, ce n'était pas de la démocratie, c'était de l'imposture. Des élections bidons, la corruption à ciel ouvert, l'État qui disparaît, l'école qui disparaît, la sécurité qui disparaît. Mais c'est à travers ce processus démocratique bidon que le pays s'est effondré. Donc quand le pays s'effondre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remettre sur pied. Et pour moi, dès le premier jour de la transition, moi j'ai demandé que la transition prenne un délai de 3 ans. À l'époque, Assimi n'était pas président. Bandaou n'avait pas été nommé. Moi j'ai demandé 3 ans. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un pour imaginer ce qui est bon pour mon pays. Il faut prendre le temps nécessaire pour faire ce qu'on appelle, ce que certains ont appelé la refondation. Moi, je n'ai pas parlé au départ d'assises nationales de refondation, mais je me suis toujours dit, bien avant, je l'ai même demandé, bien avant le dialogue national inclusif, j'avais dit que le Mali ne ferait jamais l'économie d'une nouvelle conférence nationale. Pourquoi? Parce qu'il faut redéfinir la notion de démocratie. Il faut redéfinir la notion d'État. Il faut redéfinir le concept de vivre ensemble des Maliens. Et c'est à partir de là que nous allons prendre un nouveau départ post-Bol, c'est-à-dire un départ différent de celui que nous avons pris après le discours de la Bol de François Mitterrand. Il nous faut réinventer la démocratie pour pouvoir la pratiquer. Parce que la démocratie dont nous avons hérité de la France est une démocratie bidon. Maître, impossible d'organiser... Pour deux raisons. Oui. Notre peuple est majoritairement pauvre. Notre peuple est majoritairement analphabète. Vous ne pouvez pas, dans ces conditions-là, sans réforme profonde, demander que la démocratie s'installe. Okay. Parce que maintenant, vous demandez pourquoi est-ce qu'il faut respecter les délais, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas respecter. Qui a fixé ces délais? C'est la CEDEAO qui est venue ici faire du marchandage. Entériné par les assises nationales. Quelles assises nationales? Les concertations nationales. Non, mais quelle concertation? Ça dit que la CEDEAO est venue, les militaires ont demandé 3 ans, la CEDEAO a imposé 18. La CEDEAO en avait demandé 12. Très bien, 12 donc mois. Les 18 mois ont été établis, mais moi je trouve que c'est suicidaire de respecter un délai pareil. Pourquoi on le respecterait d'ailleurs? Aujourd'hui, la Guinée a fait son coup d'État. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? En dehors d'un petit communiqué laconique. Nous n'avons pas à nous sentir tenus par des délais. Ce que nous devons considérer, c'est l'intérieur supérieur de la nation. Quelles sont les réformes qui doivent être faites? Quel va être leur impact sur notre futur? D'accord. Et quel temps ça va prendre? C'est un nouveau temps qu'il faut renégocier. Ceux qui ont choisi d'être la société civile, personne ne les a forcés. Et je suis de ceux qui voient toujours le verre à moitié plein, maintenant à moitié vide. Bon, je demande à Maître d'aller revisiter l'histoire du Mali. Je crois que la pratique démocratique de Kourour Kafouka, en passant par Ségou, à travers Bidon Koulibaly, ça veut dire que notre peuple a quand même une expérience de pratique démocratique. Et puis il y a des valeurs démocratiques selon des principes qui sont universels. Vous venez de me poser la question, doit-on demander à un gouvernement qui n'a pu rien faire en 12 mois d'organiser des élections libres et crédibles dans ce cas. Oui. Pour nous, on a prêté serment. Le gouvernement, le président de la transition et le premier président de la transition et le vice-président ont prêté serment. Avec les événements qui sont arrivés le 24, personne ne s'est rendu compte que Bandaou et Moutaroua ne faisaient rien. Mais c'est quand on a faveur d'un remaniement ministériel que nous avons vu tout ce choc. C'est pas comme ça qu'on construit un pays. Moi, je pense que les Maliens doivent se retrouver autour de l'essentiel. M. Tongara l'a dit, le pays a beaucoup souffert. Le pays ne peut pas se relever que lorsque nous mettons le Mali au-dessus du tout.
Le Mali au-dessus de tout. Moi, je vous ai trouvé dans la majorité avec Ibeka, j'étais à l'opposition, je suis venu vous rejoindre. Vous êtes un cas de la demande. Maintenant, faisons attention. Et si ceux qui nous ont conduits dans ça et qui ont aujourd'hui la charge de la destinée du pays, et si au terme des 18 mois, ils ne parviennent pas à organiser les élections transparentes et crédibles, parce qu'une transition par nature est une période courte. Vous venez d'évoquer tout à l'heure qu'il y a l'insécurité, il y a tout. Mais allons nous asseoir, regarder que la situation s'envenime, s'aggrave, parce que tout simplement on va être dans le confort. Il faut savoir se retirer, laisser un bon souvenir, ne pas résister pour se transformer en quelque chose de pesant. Vous savez, on ne peut pas réclamer quelque chose qu'on n'a jamais obtenu. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne veut pas. Quand on a le courage de dire au revoir, la vie nous le rend par un petit bonjour. Maintenant, si au terme de 12 mois, cette équipe ne parvient pas à organiser les élections, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on récompenser en ce moment la médiocrité? Nous osons espérer que l'équipe pourra organiser. C'est vrai, il y a l'insécurité. C'est vrai, nous devons aujourd'hui nous donner la main. C'est vrai, nous devons créer une cohésion, rassembler, fédérer les énergies. Aujourd'hui, ce discours, c'est un discours qui plaît aux terroristes, aux forces humaines. Ce discours, c'est un discours qui les renforce dans les positions. Parce que ça prouve qu'ils peuvent tenir, sinon prendre le pays en otage. S'ils ne retournent pas dans le concert des nations, dire que non, c'est la CEDEAO qui nous impose. J'ai même entendu certains dire que ouais, quand le Malien, quand tu lui dis le plat et l'honnêteté ou la bravoure, nous sommes membres de l'Union africaine, nous sommes membres des Nations Unies, nous avons convenu entre nous, nous avons convenu avec la communauté internationale, les 6 mois qui restent, travaillons. Allons-y aux réformes minimales. On parle de refondation, ceux qui veulent refonder le Mali. C'est des hommes politiques. Ils n'ont qu'à faire un projet de société pour aller aux élections. Et si le peuple les fait confiance. Je viens d'entendre ici que notre constitution de 91 a été rédigée par des Français. La constitution de 91, vous l'avez cité, il y a Maître Bachili, il y a Maître Tapou, il y a Madame Manassa, il y a professeur, il y a Karim, il y a également Maître Demadialo. Peut-être ils se sont fait assister, qui ont ce genre de discours pour avoir les faveurs de la foule. Nous ne nous ferons pas avancer. C'est du national sur notre dos. Ce n'est pas bon pour nous. Quand on est loin de la toilette, on ne sent pas souvent son odeur. Ceux qui sont en train de parler, on a détruit ce pays pendant 30 ans, on était tous là. C'est vrai, nous avons des problèmes. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est comment proposer des solutions. Comment proposer des solutions? Les solutions, aujourd'hui, tout augmente. Les taxes ont été multipliées par 2 pour certains produits, pour certaines factures. C'est parce qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile et puis nous ne sommes pas seuls. Qui pourra me dire que si nous prolongeons la transition de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, qu'on pourra circonscrire l'insécurité sur notre souhait le plus absolu? D'accord. C'est notre souhait le plus absolu. Okay. Mais sortons des discours populistes. D'accord. Disons-nous que nous sommes tous de passage sur le Mali reste. Okay. Travaillons à ramener la sécurité, travaillons à ramener la stabilité, travaillons main dans la main et quittons le confort personnel. D'accord. Moi, c'est ça mon problème. Ok. Monsieur Toungara, les positions semblent visiblement tranchées de part et d'autre. Finalement, quel cadre finalement pour trancher la question de proroger ou pas? J'aimerais savoir. Les assises nationales? J'aimerais savoir. Oui. Mon fiston, dans sa fougue intellectuelle, dit qu'une transition se veut courte. On dirait que lui, il pense peut-être que la transition même n'était pas nécessaire. Qu'est-ce que cela veut dire une transition courte? Ça doit prendre combien de temps? Vous savez, la théorie là ne règle rien. Il faut regarder les réalités en face. Si les réformes dont il est question pour la refondation du Mali ne sont pas opérées, faire les élections dans ces conditions, est-ce que vous-même vous allez accepter les résultats de ces élections? C'est la question que je me pose. La deuxième chose, c'est vrai, je suis politique, tout le monde adhère à un parti politique à un moment donné. Mais sur ce plateau-là, puisque vous m'avez vu parler à Kita, j'ai parlé au nom de Fusil Mali. C'est un front uni pour la stabilité, n'est-ce pas, de l'intégrité du Mali. Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. C'est un mouvement qui a été créé il y a longtemps. Je peux dire depuis Aguelhok.
Mais moi, je n'ai adhéré que maintenant. Aguelhok, pourquoi? Parce que c'était le désastre pour nos militaires. Des femmes esselées veuves, des enfants orphelins. Donc, alors que c'est la grande muette, ils ne parlent pas. Fiji a été créé à cette époque pour lui qui vont parler au nom des gens. Monsieur Tounkara, comment trancher la question finalement? Trancher la question. Oui. Je dis il faut regarder les réalités en face. Oui. Il faut mener absolument ces réformes. Comment convaincre les Koïta? Mais vous savez, hein, c'est un passage obligé de faire ces réformes-là. Sinon, faire les élections dans ces conditions, c'est conduire le pays dans l'impasse. Il y a des gens qui gagnent à s'aborder cette transition. N'est-ce pas? Moi, je pense que c'est ça. Hein? Ils gagnent quoi? Bon, moi, je ne sais pas ce qu'ils gagnent. Il y a plusieurs catégories de gens qui ne souhaitent pas que la transition se prolonge. La première catégorie, ça, c'est des gens, leur stratégie, c'est toujours s'opposer au régime en place pour mener ensuite leur opposition avec des postes administratifs. Il y a des gens comme ça. La deuxième catégorie, c'est des petits partis. Comme il y a 200 partis dans le pays qui a été généré par cette fameuse constitution, pour moi, qui n'est qu'un copier-coller, quoi qu'on dise, même si vous avez dit ce que vous avez dit, il y avait un grand nombre de gens de l'extérieur qui ne connaissent pas le Mali qui étaient là, qui en ont imposé. Ils ont fait du copier-coller. Le fondement de tout pouvoir au Mali, c'est la constitution. Tout le monde doit respecter la constitution, comme on dit. N'est-ce pas? En dehors du respect même des textes de la constitution, même l'interprétation qu'en fait les gens de la Cour constitutionnelle, là, tout le monde doit respecter ça. Même leur interprétation. Donc je dis, il y a des partis qui peuvent tenir leur congrès même dans une cabine téléphonique. Il y a d'autres, des partis ethniques, des partis familiaux, toutes sortes de partis qui sont là. Initiés par des gens nantis, n'est-ce pas, qui espèrent sur la corruption, sur les achats de conscience, pour avoir quelques voix et mener ces voix-là contre le... Nous avons ces gens-là qui sont opposés à la... Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui ont été aux affaires pendant longtemps, qui voient maintenant que la lutte contre les détournements autres là ont commencé, et qui ont peur du parquet. Et ils ne veulent pas que ça continue. Et ceux qui soutiennent la prorogation? Je parle de ça, ceux qui soutiennent la prorogation. Je parle de ceux qui ne soutiennent pas la prorogation, c'est ça. Ceux qui soutiennent la prorogation. Oui. Alors, non, rien. Ceux qui n'ont rien à se reprocher. D'accord. Le processus n'allait pas soutenir la prolongation, et ça n'allait pas soutenir la prolongation. Il faut prolonger cette affaire. D'accord. Pour que les réformes puissent se faire et que les élections puissent s'organiser dans de bonnes conditions. D'accord. Ça, c'est indispensable. Ok. Et à la base, finalement, s'il ne faut pas donner la parole aux Maliens pour qu'ils s'expriment, pourtant. Et ne peuvent, par honnêteté, dire qu'une transition est égale à un mandat. Les juristes, ce n'est pas notre première expérience. Nous avons des transitions dans nos dispositions, notamment dans la loi portant organisation et fonctionnement des collectivités. On les appelait délégations, pouvoir délégation de l'équipe qui gérait avant. Maintenant, c'est autorité intérimaire. En droit des affaires, les juges ont la compétence quand il y a des difficultés dans les entreprises de nommer des administrateurs judiciaires et qui ont deux missions. La première, c'est la nature de la période très courte. Deuxièmement, rétablir carrément tout de suite la normalité de la société. Ils veulent substituer un mandat. Une transition à un mandat. On parle de refondation, je suis d'accord. Mais parlons-en. Oui. Ça veut dire quoi, la refondation? Repenser un secteur, repenser une question, selon ton entendement, toi. Vous avez votre lecture de la problématique de l'éducation. Vous avez votre schéma de redressement de l'éducation selon votre vision du Malien que vous voulez dans 10 ans, 20 ans. Est-ce que c'est ma façon de voir les choses? En vertu de quoi vous voulez m'imposer votre vision? Par le fusil? Par le coup d'État? Vous avez votre vision des causes de l'agriculture, de l'insécurité. Vous avez votre solution pour refonder la question sécuritaire, la question de l'agriculture, la question énergétique.
Vous avez consulté quel Malien pour dire que c'est par votre vision qu'il faut refonder le secteur de l'énergie? Vous avez parlé de consultation des Maliens. Est-ce qu'il ne faut pas aller finalement à ces assises nationales pour donner la parole aux Maliens? Konaré, il a très bien dit. Oui. La démocratie, c'est un ensemble de principes et de valeurs. Je mets quiconque au défi qui te dit que la constitution que nous avons aujourd'hui est un facteur de corruption. Est-ce que c'est la constitution qui encourage la surfacturation? Est-ce que c'est la constitution qui encourage qu'on pose des goudrons dégradés? Est-ce que c'est la constitution qui encourage que l'école se dégrade au point que ça devient un endroit de guerre? Est-ce que c'est la constitution qui fait que les cadres pour s'assumer? C'est une question de valeur morale humaine. Et ça se réfléchit tous les jours. Chaque 5 ans, les peuples sont appelés à réfléchir sur les programmes en exécution. C'est ça la refondation. Toute une nation se refonde chaque jour. L'État a le droit de sortir de ce qu'il veut. Konaré a le droit de sortir de ce qu'il veut. Et c'est en cela que le peuple choisit. Mais qui a donné mandat à Hachim de venir nous dire ce qu'il pense? Choguel a reçu ce mandat de qui? Hachim a reçu ce mandat de qui? Et au nom de quoi le peuple doit dire que, parce qu'on est dans une période, c'est la période qu'il faut profiter. Le peuple profite à chaque instant de sa vie. Les réformes ont lieu tous les jours. C'est pourquoi en démocratie, que Konaré, il est là. On a des représentants. Les députés votent. Est-ce que si un député ne s'assume pas, est-ce que c'est du fait de la Constitution? Si un ministre ne s'assume pas, est-ce que c'est du fait de la Constitution? Si un président faille au respect de ses promesses, est-ce que c'est du fait de la Constitution? Mon père, c'est une question d'honnêteté, c'est une question du sens élevé de responsabilité qui nous manque. On a des déficits textuels, mais pas la source de tout ce que nous vivons. D'accord. C'est ça. Okay. Ils veulent substituer la transition à un mandat. Une transition est une période courte par sa nature. D'accord. Est une période dont la mission est claire. Okay. Mais est-ce que vous voulez faire une transition à un mandat? On va qui vous a donné un mandat? Qui vous a donné un mandat? J'aimerais qu'ils me disent, ce mandat, il les tient de quoi? Et j'en aurais fini en 2 secondes. Il a parlé de CEDEAO. Je me rappelle bien ce même Konaré. Au lendemain du coup d'État, dire aux Maliens, si vous n'acceptez pas ce que la CEDEAO dit, vous allez apprêtez-vous à boire de la bouillie. Parce qu'on est régi par des règles communautaires. C'est même Konaré le dit. Mais quand il dit aujourd'hui qu'on n'est pas lié par la CEDEAO, on n'est pas tenu, j'aimerais que Konaré m'explique pourquoi il y a 1 an, il nous mettait en garde de respecter les trucs de la CEDEAO. On va lui poser la... Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme solution? Au cas si la CEDEAO prenait une sanction, qu'est-ce qu'il a pour nourrir les 12 millions? C'est facile de dire ça. Oui, mais finalement, est-ce que les assises nationales ne sont pas forcément une malice organisée par le gouvernement pour s'offrir une prorogation? Vous savez, la durée d'une transition dépend de l'état de santé du pays. La durée d'un traitement médical dépend de l'état de gravité, de la gravité des maladies qui frappent le patient. Quand vous avez un patient qui a mal au dos, il a mal aux pieds, il a mal à la tête, il a mal aux oreilles, il ne voit rien, il n'entend rien, il souffre du cœur. Vous voulez le traiter en une journée? Ce n'est pas possible. Notre malade Mali a besoin de temps, d'abord pour diagnostiquer ces maladies, deuxièmement pour chercher une ordonnance médicale. Et c'est après cette ordonnance médicale que le traitement lui-même va commencer. Maintenant, la CEDEAO vient, elle nous dit, bon, traitez votre malade en 18 mois. Dans un premier temps, les gens ont accepté. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas le choix. Nous étions sous un embargo financier. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'après 9 mois ou 13 mois de transition, ce n'est pas possible de traiter le malade dans ce délai. Peut-être que le gouvernement ne le dit pas. Peut-être qu'il crève l'œil. Maintenant, moi je vais vous signaler quelques petits problèmes.
qui vont vous permettre de comprendre pourquoi il faut proroger. Dans notre constitution, il est dit que quand il y a vacance du pouvoir, le président intérimaire n'a que 40 jours pour organiser un nouveau scrutin. Djongounda, en 2000, l'expérience, les 40 jours sont passés sans qu'on nettoie même les salles de vote. Il a fallu aller à une transition. Et avant Djongounda, Alpha avait tenté de pouvoir tripatouiller le texte constitutionnel pour s'octroyer un troisième mandat. Et donc, les gens ont refusé. Et quand ils ont refusé, les présidents ont été obligés de laisser la constitution en l'état. Mais cette constitution est pleine de lacunes. Seule une transition, par définition non intéressée, non candidate aux futures élections, peut changer le texte constitutionnel. Et je vais vous dire aussi le cas de la Cour constitutionnelle. Tout le monde a vu le pouvoir immense qu'a la Cour constitutionnelle en matière électorale. C'est un véritable dieu électoral. D'accord. Même si vous menez toutes des élections, ou que même si vous amenez quelqu'un qui aurait glané 600 000 ou 6 millions de voix, si la Cour veut, elle décide que sur les 6 millions, seuls 200 000 voix sont valables et elle annule les suffrages qu'elle fait. Ok, nous allons faire les... Donc, il faut relire la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour. Je peux vous citer plein de lacunes constitutionnelles de ce genre qui nécessitent un débat approfondi entre Maliens, et ce débat ne peut pas tenir en 6 mois. Ok. En 30 secondes, votre mot de la fin. Mot de la fin. Oui. D'accord. 30 secondes. Moi, je dis que il faut être en phase avec la réalité du moment. Il faut regarder l'état de notre pays. Ça, c'est important, j'insiste là-dessus. Il faut regarder l'état de déliquescence de notre pays. Faire les élections aujourd'hui, ça ne nous amène nulle part. Que de contestation, que l'impasse, que l'hécatombe pour le pays. J'ai parlé au nom de Fusil Mali. Oui. Je ne suis pas là au nom de la demande. Je suis au nom de Fusil Mali. Oui. Qui se veut un rempart contre ces dérives-là, contre les gens qui veulent pousser notre pays vraiment à la dérive. D'accord. Ce que je vais dire, le Mali est un grand pays. Je vais aller vite. Lui, il a dit, il a cité des empires, des royaumes et tout ce qui s'ensuit. Il y a eu beaucoup d'empires, beaucoup de royaumes dans ce pays. C'est pas n'importe quel pays, le Mali. Celui qui veut se hisser à la tête de ce pays-là doit être pétri de certaines valeurs, dont la dignité, l'honneur, la probité morale. D'accord. N'est-ce pas? La probité morale, l'engagement, le patriotisme et plein de choses. D'accord. Aujourd'hui, il suffit que des gens aient de l'argent, à la tête du pays. D'accord. Nous, on est un rempart par rapport à ça. Ok. Mais vous avez dit le dernier mot. 30 secondes, c'est 30 secondes. Bon, dans ce que je veux dire, nous, au niveau de Fusil Mali, nous avons lancé une pétition pour recueillir des signatures. On veut 5 millions ou plus de signatures et qu'on soit des modèles, des exemples. Nous sommes un parti qui a quand même des conseillers dans 5 régions du Mali et un député à l'Assemblée sortante. Et nous savons également que le Mali ne se fera que par les hommes, par les textes. L'homme, c'est la valeur, l'homme, c'est la morale, l'homme, c'est l'éthique, l'homme, c'est la vertu. Moi, je ne peux pas être membre des partis et venir sortir que parce que mon parti a pris une position, traiter le président de mon parti de voleur, et que voilà pourquoi il est pressé d'aller aux élections. Je crois que nous qui avons décidé de le retrouver dans un cadre d'échange pour une transition réussie, nous souhaitons que les Maliens se retrouvent. Nous n'avons aucune animosité contre le président Assimi, le Premier ministre, ni personne. Nous avons pris des engagements, et respectons nos engagements. Les problèmes, il y en a, les problèmes, il y en aura toujours tant que l'homme vit. Aujourd'hui, vouloir faire comprendre ceux qui, peut-être, c'est ceux qui se sentent un peu, qui sentent de l'odeur, qui veulent maintenant rejoindre la transition pour se sécuriser.
Sinon, si c'est cela aussi, la lutte contre la corruption est un processus. Personne ne peut dire qu'il a pu éradiquer la lutte contre la corruption. C'est un processus. Mais il faut que les Maliens se retrouvent autour du Mali, qu'on se retrouve pour le Mali, qu'on remette au peuple malien sa souveraineté. Pourquoi empêcher au peuple d'exercer sa souveraineté? Il a parlé de la Constitution. L'article 26 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce à travers ses représentants ou par voie référendaire. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Nous n'avons pas demandé plus, nous n'avons pas demandé moins. Nous avons dit, mettons-nous autour de la table, organisons les élections, amorçons la dynamique du retour à l'ordre constitutionnel, ce qui sera bien pour le Mali, ce qui sera bien pour les Maliens et ce qui va nous permettre de continuer cette lutte pour avoir raison des forces humaines. Voilà. Vous avez 30 précieuses secondes. 30 précieuses secondes en 4 phrases. Une, tout ce que Maître Konaré a dit sont des choses avec lesquelles tout le monde était d'accord d'opérer les réformes à l'entame de la transition. Personne n'était contre. 2, je n'ai entendu nulle part que c'est la CEDEAO qui a imposé Bandaou et Mokhtar Ouane aux militaires. 3, c'est pas parce que l'entraîneur s'est trompé pour aller replacer l'attaquant à la défense qu'il y a des buts, alors que c'est ce qu'il faut attaquer. Les 3 phrases 4, sont déjà... jamais fini. 4, pour dire que celui qui a échoué pendant 9 mois de son fait, quelle confiance peut-on encore lui accorder? D'accord. Maître, vous avez, Voici 30, ce que j'ai vous avez 20 secondes. Hein? Ça c'est inéquitable. Alors je dis, notre pays, comme le ministre Koïta l'a dit, est un pays souverain. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre le temps que nous voudrons pour une transition réussie après avoir refondé le Mali. Ça a commencé. Aujourd'hui, le gouvernement a quand même traité avec les syndicats et l'apaisement syndical est venu. Le gouvernement a engagé l'organisation d'assises nationales de la refondation où le peuple va se retrouver pour définir la nature du nouvel État. Nous n'avons pas à nous précipiter. D'après ce que le prophète a dit, paix et salut sur lui, la précipitation est l'œuvre du diable. Et nous sommes des Maliens, nous sommes des humains, des musulmans. Nous ne sommes pas le diable. Voilà. C'est sur cette note que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui réfléchissait sur la problématique de la prorogation ou pas de la transition. Nos invités étaient Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat, analyste, Youssouf Mohamed Ali Bachelet Razbach, porte-parole du collectif pour le développement de la République, Amadou Koïta, porte-parole de Ensemble pour le Mali, non moins président du parti PS Yelekoura, et Magan Aliou Tunkara, ancien ministre et vice-président du FUSI. Merci à vous encore une fois et à un autre numéro de votre émission Regard Croisé. électronique diɲɛ baara o baara n'a kɛmina ɲuman sɔrɔla o ɲɛta bɛ sabati électronique minɛnw aw ka jɔrɔ banna aw ka kunnasiri banna sabu o caman n'an bɛ to Mamadou Tarawele a n'a badenw fɛ fɛn min orchestre minɛnw ye o dafalen ka mankan bɔ aw ka kɛnɛbaw kan ka kɛ nimisi wasa ye an ka mago sonorisation o minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen mixeur guitare batterie ampli carte son micro moniteur studio piano jeu de lumière n'o ye ka yele charger fa bɛɛ fɛ fɛn min y'a ka dɔngɔyɔrɔw ye so kɔnɔ ani kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ fumogène n'o ye sisi bansinda ye o fana bɛ yen pupitre ka taa se pédale ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen wa nɔbilasobaw n'o ye marquew ye i n'a fɔ BNK Winford ani MTF ninnu bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ yen fɛn min ye câble ye a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw aw mago bɛ nin minɛn siya o siya la nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ a ɲuman caman ka taa se radio minɛnw dafalen ma ani télé minɛnw dafalen yeli électronique yɔrɔ kelen Sogonikɔdo Mamadou Tarawele a n'a badenw fɛ yen n'i bɔra avenue Loya Goudronba kan k'i bɛ taa Maɲanbugu lycée lanterne tɛmɛnen kɔfɛ ka mètre 300 ɲɔgɔn na kɛ i numan fɛ i bɛ yeli électronique ye walima a ka nɛgɛjuru ci 76 12 83 29 66 12 83 29 yeli électronique minɛn jigi fa
seko tɛ